Ouais, ça je l'ai du coup. Oh, oh, oh. À la base, on voulait partir sur un album. Le problème, c'est avec ce qui s'est passé par rapport au Covid, tout ça. C'est toujours assez difficile de savoir ce qui est bon ou pas à sortir dans une période comme celle-là. Le fait qu'il n'y ait pas d'événements, pas de concerts, tout se fait en fait, on va dire un peu en mode privé. On se dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose pour apporter quand même du nouveau, tout ça. Il est important pour nous de devoir sortir quelque chose parce que notre deuxième album remonte déjà à 2018 et en 2020, l'album allait avoir 2 ans. Donc on devait sortir un album. Mais avec ce qui s'est passé, on était dans le doute parce qu'on savait pas combien de temps la crise sanitaire allait durer et il était hors de question de sortir un album en ce moment parce que pour moi ça rime à rien du tout. Pour contrebalancer l'idée de confinement, on s'est dit il faut qu'on fasse sortir le rock. Et du coup, on s'est dit que rock out c'était l'expression parfaite pour désigner ce nouvel EP. On a gardé nos processus habituels de composition, plus ou moins, c'est-à-dire qu'on commence toujours par composer les riffs de guitare, parce qu'on a une musique qui est énormément basée sur le riff de guitare. Et de ce bon fait, c'est surtout, je vais me répéter, mais c'est surtout au niveau des arrangements que le confinement nous a posé problème. On travaille à deux, on part d'un riff et voilà, on fait notre popote, on travaille notre truc et ça évolue. Des fois, il y a des morceaux, ça avance à une vitesse phénoménale. Des fois, sur un morceau, on n'est pas d'accord, il est rangé dans un tiroir, on le ressort un an après. Chaque morceau est différent, je veux dire, on n'a pas vraiment de ligne spécifique par rapport à la création d'un morceau, quoi. C'est tout le temps différent, mais globalement, c'est toujours moi et Anthony qu'on part d'une chose et qu'on essaye de le faire évoluer. Ce qu'il faut faire ressortir le plus, enfin en tout cas moi, dans ce que je veux transmettre, c'est le groove en fait. Le groove c'est sentir, enfin c'est un peu compliqué à expliquer, c'est sentir la musique, dire waouh putain merde, puis que ça fait bouger la tête quoi, que ça reste pas plat, qu'il y ait de la vie dans ce que tu fais et ce que tu fais ressentir aux autres en fait. Et c'est pas forcément faire des trucs ultra compliqués, machin, c'est les gens c'est le groove. C'est assez simpliste, hein. En général, c'est juste ça reste un son très pur quoi. En général, c'est de base, c'est vraiment du Marshall, branché de la Gibson, ça reste vraiment du son très pur. Alors c'est assez complexe dans le sens où il ne faut pas un son avec trop de distorsion, mais il faut quand même suffisamment de distorsion pour avoir du liant quand on joue du solo, donc il faut trouver le juste milieu, un crunch un peu plus agressif qu'un crunch habituel. Et donc c'est vraiment, ça paraît être un son simple, mais au final c'est très compliqué et très long à affiner. Dans Overdrivers, pour le son, on a toujours eu une vision assez moderne, c'est-à-dire qu'on adore le son des années 70, le son de tous ces grands groupes comme notre grosse référence c'est AC/DC évidemment, mais on le voulait à la sauce 21e siècle un petit peu. Donc on a toujours eu en tête d'avoir un son à la fois vintage et à la fois moderne. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Le premier album, Rockinelle, avait un son assez classique. Le deuxième avait un son un peu plus produit. Et là, on voulait vraiment quelque chose de beaucoup plus produit. Et de ce fait, le nouvel EP a un son beaucoup plus produit.
Alors le rôle de la répétition dans la composition est fondamental parce que ça nous permet de savoir si ce qu'on a composé tient la route, si ça a vraiment l'effet escompté. C'est-à-dire que quand on compose, souvent on est chez nous, donc on ne peut que s'imaginer le résultat final. Et donc oui, grâce à la répétition, on peut voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et on peut voir aussi si tout simplement le groupe est capable de le jouer ensemble, de mettre en valeur le morceau, ce qui est très important aussi. La répétition, c'est vraiment important parce que ça permet non pas de construire la composition, mais de l'affiner, de l'améliorer et au final trouver la meilleure version, la meilleure alchimie qu'il faut pour le morceau en question. Oui, parce qu'on se voit pas tous les jours, contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer. Donc oui, la répète, ça nous permet, c'est sûr, dans un premier temps, de se retrouver, d'un point de vue humain, parce que bon, on peut oublier de le préciser, mais dans un groupe, la relation humaine est super important. Vous pouvez être les meilleurs musiciens du monde, si vous n'entendez pas avec eux, ça sert à rien. Et oui, non, c'est sûr que dans un premier temps, la répète, à côté du fait que c'est fait pour bosser, il y a aussi le côté humain. Forcément, on est toujours content de se retrouver ensemble. Donc oui, si, c'est un moyen, enfin déjà de se voir, de travailler forcément, et aussi de s'amuser, quoi. Sinon, s'il n'y a pas d'amusement, c'est triste. Je dirais que c'est quand même... Je veux dire, c'est pas comme si on répétait tous les jours, on répète une fois par semaine, et non, en général, c'est quand même très sérieux, quoi. On rigole, bien sûr, c'est pas... Je veux dire, on n'y a pas l'horloge accrochée au mur avec l'heure à laquelle on doit prendre notre pause. On est quand même détendu, mais c'est quand même très sérieux, oui. On a vraiment un travail qui est fait. C'est pas des répètes apéro comme certains croient ou certains se disent que tu bois, tu joues. Oui, tu peux boire un bière ou deux, tu peux t'amuser et tout. Mais en fait, faut pas oublier que une répétition, une vraie répétition, c'est un travail, c'est de la mise en place. Du fait que je parlais qu'il fallait être rigoureux, c'est parce que ce qu'on apprend et ce qu'on met en place en répétition, c'est quelque chose qui ne se fait pas en concert et qui ne se fait pas en dehors d'une vraie répétition. C'est ça, la clé, c'est vraiment de ne plus avoir à réfléchir, que ça devienne des habitudes, voire même des réflexes. Quand ça devient des réflexes, là, c'est bon. Et forcément, comme ça devient des réflexes, qu'il n'y a plus tout ce travail de dire mince, qu'est-ce que je dois faire, il y a moins de stress, donc forcément, ça joue sur la performance. C'est assez compliqué, c'est un ressenti en fait de chacun. Tu peux pas vraiment, tu peux pas trop l'expliquer. En fait, quand tu joues la musique, bon, déjà si tu sens déjà que tout le monde est ensemble, que ça coule comme de l'eau, quoi. Tu peux te dire c'est bien, mais après c'est chacun son ressenti. La façon dont on mémorise les morceaux et où le travail est fait, c'est que on se dit voilà, là je me repère, je sais que c'est joué comme ça doit être joué comme ça. Moi, le lien que je dois faire avec la batterie, avec Florian, il a besoin d'être comme ça pour être vraiment synchro ensemble. Et qu'il y a vraiment une efficacité et que ce mécanisme roule, il y a vraiment quelque chose de... Je parle de mécanique puisque réellement c'est ça, c'est qu'on doit être vraiment synchronisé pour que lorsqu'on joue, ça soit vraiment efficace et ça roule tout le temps. C'est vraiment un truc qui doit rouler, ne pas s'arrêter et être au top, une horloge suisse, quoi.
Alors la première étape, avant même d'enregistrer un album, c'est forcément le luthier. Moi, je compare toujours la musique à la cuisine, en quelque sorte. Donc, le luthier, lui, il est là pour. Lui, il est là pour aiguiser les couteaux. Avant de commencer à cuisiner, avant de commencer à faire ses courses, avant de commencer à étaler les ingrédients, lui, il est là pour juste aiguiser les couteaux. Si vous n'avez pas des couteaux super aiguisés, vous ne pourrez pas cuisiner et travailler correctement. Lui, il est là pour ça. Il est là pour travailler la guitare, pour régler le manche. Lui, son but, c'est savoir comment le musicien à qui l'affaire joue. Et après, régler la guitare au poil de cul de ce que le musicien a besoin et de ce que le musicien doit faire. De manière à ce que le musicien puisse jouer et faire ce qu'il a à faire sans difficulté et nickel, quoi. Alors nous, personnellement, on va chez Richard Baudry, c'est un mec avec qui je travaille depuis plusieurs années. J'ai travaillé avec beaucoup de luthiers, mais le seul qui m'a apporté vraiment 100% de satisfaction, c'était ce mec-là, parce que c'est vraiment quelqu'un de très pro, de simple, et qui comprend tout de suite ce qu'on veut. Et il s'adapte aux musiciens, aux besoins du musicien. Et sans lui, l'album ne serait pas aussi. Comment dire? Quand on fait un album studio, le but c'est d'avoir la musique la plus parfaite possible. Et pour ça, on a besoin d'avoir des outils réglés au millimètre. Le rôle d'un luthier, c'est de conseiller un guitariste, déjà peut-être, quand c'est une fabrication, mais sinon de régler son instrument en fonction de son jeu et de ce qu'il veut faire avec la guitare, quoi. Luthier, c'est un mot large, hein. Ça englobe les instruments à vent, les instruments à cordes frottées, les instruments à cordes pincées comme les guitares, donc violon, etc., contrebasse. Moi, je suis spécialiste, donc luthier, guitare et basse. Donc guitare acoustique, guitare électrique et basse. Et faut pas oublier que pour que ça soit agréable et que ça se passe bien, en fait, l'instrument est en fait une prolongation de soi. Quand on est dessus, on doit être à l'aise. Donc il faut que ça soit confortable, la façon de poser ses mains, donc la hauteur de corde. Il faut que, quand je parle de justesse, est-ce que les harmoniques sont bien réglées dessus? Est-ce que le son que j'arrive à en sortir, c'est fidèle à ce que moi je joue? Est-ce que j'attaque trop fort? Est-ce que j'attaque pas assez fort? Donc l'instrument doit être adapté en fait, à la façon dont la personne joue dessus. Donc le tirant de corde, la hauteur des micros, est-ce que les harmoniques sont bien réglées ou pas, la hauteur de sang, tout ça. Enfin, ça. L'expérience va faire que j'ai quand même mes idées sur les mécaniques, sur les micros, sur les gens avec qui je travaille aussi au niveau des micros, des mécaniques, des systèmes de chevalet, etc. Le bois, les essences de bois vont jouer sur la sonorité de l'instrument. Alors, encore plus sur une guitare acoustique. Sur une guitare électrique, c'est sûr que le bois a son influence, mais c'est un peu moindre par rapport à une guitare acoustique. Et au travail du luthier, là, ce qui va jouer beaucoup, c'est quand même les micros et puis l'ampli qu'il va y avoir derrière. Il n'y a pas de matériau par excellence pour moi. Enfin, il n'y a pas de bois par excellence. Tous les bois se valent, ça dépend ce qu'on veut en faire. Malheureusement, il y en a qui se rendent pas compte à quel point c'est important. Ils se disent ouais, je mets des cordes, c'est bon, ça passe. Mais en fait non, parce que au final, quand tu comptes le nombre d'heures que tu fais en enregistrement, donc le temps que tu vas passer en studio avec ton instrument, le temps que tu vas passer sur scène avec, tous les concerts que tu feras, il faut que l'instrument tienne dans le temps, il faut qu'il soit juste, qu'il tienne l'accordage, avec tout ce qu'on leur fait subir, avec les écarts de température, tout ça. Donc on peut pas négliger ça, on peut pas négliger son instrument, parce que ça serait un peu se négliger soi-même. Et lui, c'est son métier, c'est-à-dire on lui donne une guitare toute déréglée, qui a subi des heures de jeu, des heures de concert, qui a reçu de la bière, qui a reçu de l'eau, tout ça. Et lui prend l'instrument et il le remet à neuf, il le règle, chaque note est juste. Et donc c'est vraiment une étape non négligeable, car c'est la toute première étape avant même de commencer un enregistrement. Et c'est un passage obligé pour être sûr d'avoir le résultat optimal. T'es en forme, toi, Margot? Ah ouais, En forme de quoi? comme tu veux.
siège, ça? Ouais. Oh, voilà. Vas-y, Argo. Putain, elle pète les photos. Putain. Les filles, elles font Margot Vie très beau. Ouais, franchement. C'était le meilleur J'ai- sujet j'ai- de Margot. C'était le Non. meilleur. Bon. Et ouais, j'étais assez content de ce que j'ai fait en fait en voyant. T'as raison. Juste titre, Margot. Quand on travaille bien, il n'y a pas de raison. Il y a juste une photo où putain, on me dirait que. Ah, quand tu prends un coup de poing. Je regarde, je dis putain, je suis enceinte. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a un avantage, on a dit derrière le batterie, il y a les tomes pour que. Ah, Anthony, c'est un peu plus rappeux, tu vois. J'ai des mains douces. Hein. Je vais mettre travailler. T'as de la chance. C'est vrai que j'ai des mains douces. Imagine d'être ferme les yeux. Ferme les yeux, je pourrais te caresser. Putain, mon kiki. Non, en plus, pauvre, Margot. Qu'est-ce que c'est qu'un enregistrement? C'est une question à la fois compliquée et très simple, c'est-à-dire que c'est. L'enregistrement, c'est quand vous allez dans un studio et que vous travaillez vous enregistrez vos morceaux de manière à ce que ils puissent être mixés, masterisés pour ensuite être pressés et pouvoir le mettre dans la chaîne IFI. Alors, le métier d'ingé son, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Il y a l'ingé son de studio, il y a l'ingé son de live, donc pour mixer les concerts. Voilà. En l'occurrence, moi, je fais les deux. Je viens vraiment de ça. J'ai toujours alterné aussi bien live que studio. Donc, ce métier, en studio, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une partie d'enregistrement où tu enregistres des disques, et après il y a une autre partie qui s'appelle le mixage, il y a aussi une partie qui s'appelle le mastering. Donc c'est des étapes différentes de ce métier et qui peuvent être faites par une personne ou par plusieurs personnes. Contrairement aux albums précédents, cette fois-ci, on a, pour le travail d'enregistrement, on a utilisé 2 studios. On est parti enregistrer les batteries dans une salle, dans un studio qui disposait d'une salle assez grande pour avoir beaucoup de résonance. C'est le studio du Bras d'Or à Boulogne-sur-Mer. Ouais, ben, ça te fait sortir un petit peu de ton cercle, enfin de ta confiance. C'est un endroit différent, une autre découverte en fait, et c'était intéressant. T'as cassé une cymbale à ce qui paraît. Oui. Tu vas aller la chercher? Ouais, je vais aller la chercher. Je sais pas si on voit bien. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est cassé. Et pour le reste, pour tout ce qui est guitare, basse, voix, on est retourné dans l'antre de Bertrand Charlet à Proville, en Garasson.
ça servira de toute façon. Bah, ouais, non, bah, bien sûr. Ça, bon, ça marche pas, hein. Ouais. C'est parce que j'ai fait ça, on a déjà fait le deuxième album. Alors par contre, tes alimentations, elles sont régulées. C'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par régler? Alors en fait, c'est parce que le voltage, certaines c'est des 9 volts, d'autres des 18 volts. Ah bah ouais, non, il faut... Parce que moi je les ai, donc Ça c'est en combien ça? Alors ça doit être... Il faut savoir une chose déjà, dès le départ, enregistrer un album, ce n'est pas du tout la même chose que de faire un concert, de jouer des morceaux en live. Non, on l'a déjà fait 2 fois, avec cette guitare-là. Ok. On attaque. Enfin, sur l'intro 2. Ok, yes. C'est-à-dire que le but d'un enregistrement, enfin de notre point de vue, c'est d'avoir la version la plus parfaite d'un morceau. Donc c'est-à-dire avoir une performance musicale irréprochable, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait une note qui dépasse, il faut que tout soit parfait. C'est notre vision, hein. Il y a certains artistes qui fonctionnent différemment, mais c'est notre vision. Le studio, c'est un peu une épreuve qu'on ne peut comprendre que si on l'a vécu, si on l'a fait, parce que en studio, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. On est face à ce qu'on sait jouer. Il y a donc une rigueur dans le temps qui est intransigeante, et soit on est dans le temps, soit on n'y est pas. Il n'y a pas de secret là-dessus. Donc il faut bien jouer, il faut connaître ses parties, il faut jouer donc sans hésiter. Et le studio, ça peut être une épreuve pour ceux qui ne connaissent pas, parce que on est face à ce qu'on sait faire. Soit on sait faire, soit on sait pas faire. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, à ce passage-là, tu vois, il y a une version où en fait j'ai réussi à faire la dernière note, tu vois, parce que t'as un gros démanché, à chaque coup je loupe la dernière, et il y a une version où je l'ai faite. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières. Soit tu fonctionnes en prise live, c'est-à-dire que tu enregistres la majorité des musiciens en même temps, par exemple la batterie, la basse simultanément, plus les guitares ou pas, ou d'autres instruments, des claviers, ainsi de suite. Ou alors il y a une autre méthode qui consiste à enregistrer les instruments séparément. En général, on commence par la batterie, ensuite on pose les basses, ensuite on pose les guitares, d'autres arrangements s'il y a, d'autres instruments, et en général on fait les voix à la fin. Mais c'est pas une obligation, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. À chaque fois, je confonds le début. Les deux sont bonnes. Hein. La première version, en fait, t'arrivais pas à la chanter au début. Ouais, faut que je sois plus grave. Ouais, c'était plus intéressant, plus grave. Du coup, je vais faire la note sans exprès. Ouais. Ah, c'est parce que t'arrivais pas à la passer, sinon, même si tu peux la passer, on s'en fout. Ils sont bien toutes les deux. Ah, le problème, c'est que quand tu fais ça, tu. Ah, c'est. Oh non, on va pas tenter les risques à cette heure. On a enregistré à Cambrai, à Proville exactement, au studio Le Hangar à Son, chez Bertrand Cherlet.
Ça fait déjà... on a fait notre premier, deuxième album avec lui déjà. Donc c'est quelqu'un avec qui on a l'habitude de travailler, qui a l'habitude de nous faire travailler. Donc c'était cool. Oh bah on s'entend très bien avec lui, hein. Je veux dire, on se connaît maintenant depuis... ça fait 5 ans qu'on se connaît maintenant, donc ça se passe vraiment très bien, qu'on se connaît bien, quoi. Il sait comment on travaille, nous on sait comment il travaille, donc on va dire que maintenant ça enchaîne assez vite. Alors ça fait depuis 2016, en théorie si je dis pas de bêtises, voilà, on a fait 2 albums ensemble. Et là on est en train de travailler sur le 3e projet, donc qui est un EP cette fois. Donc sur cette EP, ils m'ont confié la tâche d'enregistrer en fait cette EP et de faire un travail de production, on va dire, et également de direction, en tout cas sur le choix des outils utilisés, c'est-à-dire des guitares, des tels amplis plutôt qu'un autre, ainsi de suite, en fonction de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils cherchent. Donc je fais ce travail-là également avec eux. Bah moi le studio là, en général, je dirais pas que j'aime pas parce que quand on vient en studio souvent on sait que c'est pour enregistrer quelque chose, on sait qu'il y a de la nouveauté donc on est un petit peu comme un enfant un peu stressé quoi, un petit peu un enfant qui attend pour taper dans le ballon sur un stade quoi, mais bon à la base c'est vrai que c'est pas l'endroit où je suis plus à l'aise le studio. Je préfère le live quoi, mais bon non globalement ça s'est bien passé. En général quand j'arrive au studio je suis prêt, je sais ce que je dois faire et... Ok. Someone's a little bit guitar. Are you ready for the shock? It's a long way, take your car on a highway to rock. If you are about to rock, you are forever young. Hey! Ho! Oh! 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 Yeah. Je fais du didgeridoo là avec ma bouche. Yeah. Des infrabasses. Ah, yeah. Yeah. You did it on me! You did it on me! Parce que là c'est le bordel en fait. Hein. Ouais. Que ce soit plus court. Ok, on refait ça. Yes. Ensemble, les gars. Ça s'est bien passé. Forcément, on est sur quelques titres comparé à un album, donc c'est plus rapide à faire. Mais pour autant, voilà, il faut rien négliger. Il faut pas se dire voilà, il y a moins de titres, donc ça va aller vite, je vais moins le faire. Non, il faut rester concentré, il faut être à fond de son truc. Mais ouais, ça s'est très bien passé, super enregistrement. Vraiment content de ce qu'on a pu enregistrer et de ce que j'ai déjà pu entendre. Super. Ouais, c'est des mecs top et tout, c'est super détendu, c'est bon enfant, tout en faisant les choses super bien, ils savent vraiment ce qu'ils veulent.
moi aussi, donc ça tombe bien. Et en tout cas, voilà, on se retrouve bien, puis on arrive à vraiment à faire les choses. On arrive à nos fins à chaque fois, donc non, ça se passe super. Quand on travaille avec lui, c'est un peu comme enfiler une vieille paire de pantoufles, c'est-à-dire qu'on a nos habitudes, on sait directement comment travailler efficacement, on gagne énormément de temps parce que le studio c'est ça aussi, ça coûte toujours très cher le studio, donc il faut être performant, il faut aller très vite. Et avec Bertrand, on a la garantie que de ce point de vue-là, on ne sera pas inquiété parce qu'il sait comment on travaille, on sait comment lui travaille, il sait comment tirer le meilleur de nous-mêmes parce que c'est ça dont il est question quand on est en studio. Et de ce bon fait, cette fois-ci, au final, ça s'est passé comme pour les premiers enregistrements, c'est-à-dire qu'on s'entend très bien, on comprend tout de suite ce que lui veut et il comprend très vite ce que nous on veut. Voilà, c'est toujours un grand plaisir de travailler avec Bertrand. Il a du kilométrage celui-là. Donc fallait recaler, tu vois, fallait découper le ciel, détective et tout. Putain c'est possible, là, que je sais ce truc et tout. Donc après ils s'en foutaient, ils disaient ouais, je passe sur des détectives. Je veux dire. Là il a fait de l'attaque. Que de l'attaque. Sauf si tu veux un peu de chaleur, machin, c'est là entre deux quoi. Ouais. Non, moi, je te dis, quand on enregistre physiquement, faut pratiquement une semaine pour en remettre. Bah oui. On t'est trempé à chaque fois. En France, on nous dit tout le temps, oh ce style-là, mais les gars, aller en Allemagne ou en Suisse, putain, les Allemands vont être fous. Le problème, c'est que ces endroits-là, ils ont leurs groupes locaux. Ouais. Alors, quand tu vas en mais quand ils connaissent le groupe locaux, c'est pas pareil que quand ils connaissent pas le groupe qu'ils sont en train de regarder. Et là, ça crée une magie, comme toi, quand tu vois un groupe américain. Justement, c'est là où je me pose la question, parce que, je veux dire, nous on a joué en Allemagne, les Allemands, ils nous voyaient, ils étaient contents de nous voir, mais ça va, quoi. Mais quand il y avait un groupe allemand qui arrivait, c'était leur pote. Et par contre, les organisateurs français, ils vont te recevoir, bon bah voilà, t'es français. Par contre, s'il y a un anglais, même si elle tournait 10 fois moins que toi, mais il y a un anglais, attention les bleus. C'est ça le problème en France, quoi. Si t'es français et que tu veux tourner, bon bah voilà, si ta musique elle est bien, tu le sauras, mais si tu vas en Allemagne, t'es pas allemand, parce qu'eux ils ont leur groupe chez eux. Par contre, les organisateurs français qui reçoivent des groupes allemands, attention, c'est des Allemands. Après l'enregistrement, il faut que les bandes partent au mixage. C'est Fred Duquesne de Paris, le guitariste de Massisteria, qui nous a mixé l'EP. Au départ, on est totalement fan du travail de Fred, on a écouté ses productions, on était vraiment fan, et du coup, on s'est dit, on va le contacter, ça coûte rien, on sait jamais, pour savoir s'il serait intéressé de travailler avec nous. Et on lui a envoyé un message, tout simplement, et il nous a dit, mais les gars, carrément, je suis carrément partant, votre style, j'adore, je pense que je peux apporter ma patte, je pense qu'on peut faire du bon travail ensemble. Et du coup, bingo, c'était parti. Et nous, comme on était dans cette démarche d'avoir un son à la fois vintage, mais sauce 21e siècle, on s'est dit que c'était le mec parfait pour obtenir le résultat qu'on voulait. En fait, Fred Duquesne, moi je connais depuis longtemps, forcément, par rapport à Massisteria. Donc je connais, bien sûr, je le connais depuis longtemps, mais en revanche, je savais pas du tout qu'il faisait du son, donc je me suis pris, j'ai découvert qu'il faisait du son moi, par rapport à l'album 2017, Ultra Vomit, le dernier album. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il faisait du son. C'est quand on m'a dit, c'est Fred Duquesne qui l'a produit. Bon, il fait du son, Fred Duquesne. Bah oui, il fait du son. C'est lui qui fait Bukowski, c'est lui qui fait Massisteria aussi. Ah bon, ok, d'accord, c'est nouveau. Et je me rappelle que le son Ultra Vomit, il avait un son d'enfoiré, quoi. C'était vraiment un son de fou. De là, quand j'ai commencé à écouter du Massisteria, j'ai tordu un peu plus l'oreille. Et là, je me suis dit, putain, mais le mec, il fait un son d'enfoiré, quoi. Et quand on a eu l'occasion quand on a pris la décision de faire un EP, juste un EP, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer
essayer, parce que bon, après, un groupe c'est fait pour évoluer aussi, pour voir deux horizons. On s'est dit, bah pourquoi pas essayer. J'ai contacté Fred Duquesne, il m'a répondu. Voilà quoi. Il nous connaissait un petit peu, on a parlé et ça s'est fait nickel quoi. Et on est super content d'avoir bossé avec lui quoi. Moi, j'ai kiffé Factory. Ah ouais? Ouais. Je l'ai mixé vendredi, j'ai chanté tout le week-end. C'est vrai? Donc, du coup, je les ai rappelés. Vous êtes sûr que c'est celui-là qu'il faut faire non, c'est quoi que vous avez fait en clip? Les shit et lendemain. Bah, les gars, faut pas faire celui-là, faut faire Factory. Moi, j'ai chanté toute la. Ouais, mais mec, non, on a déjà enregistré et tout. On a déjà fait le tournage et tout. Ah bon, ok, c'est pas grave, vous le ferez après. C'est très important le mixage. Une fois qu'on a fini l'enregistrement, on a les pistes brutes. Tout est enregistré, voilà. Mais après, il faut assembler le tout pour avoir une homogénéité dans les morceaux. Pour ceux qui ne savent pas, le mixage, c'est l'étape finale de l'enregistrement d'un album. C'est-à-dire, moi, je reçois des pistes qui ont été enregistrées dans un autre studio. Donc c'est un studio qui est souvent un peu plus grand parce qu'il faut des grandes pièces avec des résonances, des choses un peu particulières. Et une fois que ça c'est en boîte, après il faut mélanger toutes ces pistes. C'est ce qu'on appelle le mixage. Y mettre des effets, trouver les bons équilibres entre la batterie, les guitares, la voix, quel effet on va mettre sur une voix. Mais ouais, la recette et puis le refrain, enfin c'est... Ce qu'on attend d'une musique binaire et simple comme celle de Van Driver, c'est que on a envie de lever le point, que le refrain soit hyper facile, hyper efficace. C'est-à-dire que le côté chanson, il est hyper important. Je dis chanson, c'est un vieux mot, mais c'est exactement ça, quoi. Tu vois, un concert d'un groupe populaire, il faut que tu chantes les refrains, il faut que ça soit, comment on dit, catchy, et que tout le monde se sente concerné. Quand la musique est trop compliquée, il n'y a pas ce facteur-là qui rentre en jeu. Donc, tous les groupes modernes de métal, hyper techniques et tout ça, ils ont perdu, je trouve, ce facteur-là. Et chez Van Driver, j'ai ce côté simple dans les refrains, hyper ravageur. Je sais que si tu te mets t'imagines ça au Stade de France, il y a tout le monde qui va chanter. J'adore cette idée-là, moi. C'est simple, mais c'est efficace. Et en plus, ça sonne. C'est une saturation en fond. Ouais, elle génère des choses, mais c'est un peu long à expliquer là pour l'instant. C'est juste la distorsion harmonique, ça s'appelle. Bref. Et je mets le dernier room, donc c'est une simulation de batterie qui est dans une pièce. Ça donne. Avec 100. C'est un peu plus fermé. Avec un peu plus de verre. Si je l'enlève, tu vois la batterie elle est plus fermée. Ça fait moins produit. C'est que les détails, en fait, c'est que les micro-détails que tu fais. À chaque fois un plus, à chaque fois un plus, à chaque fois. Puis quand tu le coupes, ah oui, c'est moins là. Quand ça y est pas. Et c'est du millimètre hein, à chaque fois, hein. C'est vraiment... Bon voilà, le son de base, vous avez vu, il y a une DI, un ampli, une saturation en plus. Les grattes, c'est votre son pur, mais que j'ai quand même bien brutalisé. Donc on fait la démo sur 2 guitares. J'enlève pareil comme pour la batterie, avec pour montrer qu'il y a une différence. Il est bien, hein? Il faut le braquer un peu. Très content du résultat, il a fait un travail de dingue et je le remercie d'ailleurs. Ah, on est super content. Franchement, on est enchanté quoi. On y retourne, je pense qu'on y retournera. Ouais. Ah bah j'espère parce que c'est vraiment une très bonne expérience, on s'est vraiment très bien entendu avec lui et le résultat est à la hauteur de nos attentes, donc oui je pense que affaire à suivre. Ouais, c'est vrai que moi j'adore, hein, parce que c'est un super gars.
vais le laisser ça. Et ce clip-là, on l'avait fait avec Jérémy Douchy, qui est le mec avec qui on avait tourné nos 2 premiers clips. Donc c'était notre 3e clip avec lui, quoi. Moi, je pense que le deuxième était plus ambitieux, était le plus ambitieux même des 3, qui était plutôt cool. C'est qu'on avait quand même pas mal de matériel, on avait de la grue, enfin voilà, du stabilisateur. Pas exactement comme le tien, je sais pas si tu avais vu des vidéos, mais on était vraiment en mode gros stabilisateur, en mode Robocop. Et non, il était chouette parce que j'aimais vraiment bien, on a vraiment bien travaillé la lumière. Là, on a vraiment pris le temps de tester des choses. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous aimez ou pas? Et High Mountains, je pense que c'était celui que j'ai préféré. Ouais. Comme on avait déjà 2 clips assez spectaculaires, je voulais faire sur Uchi Demi, je voulais faire un clip un peu plus intime. Un peu, notamment au studio Le Bras d'Or, où est-ce qu'on avait eu l'occasion de rencontrer à cause de la prise batterie. Et on voulait absolument tourner un clip dans un studio, parce que je sais pas, je me répète, c'était pour donner le côté un peu intime, où tout le monde est capable de se situer, même quelqu'un qui n'est pas musicien, limite, puisse être capable de se situer à notre place, quoi. Alors quand on avait enregistré la batterie, on a été soufflé par le lieu, quoi. On rentre dedans, on sent qu'il y a une histoire. C'est un studio qui sent bon les années 80, quoi. Et on s'est dit, mais c'est un super lieu de tournage, quoi. Et de ce fait-là, on s'est dit, bah, on va tourner un clip là-dedans. En plus, ça nous changera de nos autres clips. C'est-à-dire que nos autres clips, on est toujours en mode groupe sur scène avec les gros amplis, tout ça. Et là, on voulait comment dire, on a beaucoup discuté avec Adrien de ça, on voulait une image un peu plus intime du groupe, c'est-à-dire on n'était pas avec notre tenue de scène, on n'était pas avec les murs en Marshall, on était vraiment en mode comment est le groupe en dehors de la scène, quoi. Comment ça se passe quand le groupe travaille ensemble. Et c'est l'image qu'on a voulu montrer dans ce clip. Ouais, c'était plus cool, et puis on va dire que l'endroit on le connaissait, donc ça allait, et puis bon, on va dire c'est comme si c'était une habitude par rapport à l'endroit, parce que c'est comme si au final on enregistrait, quoi. Moi, c'était un petit peu différent, c'est que là on est sur un clip live. Ouais. Sur les 2 autres, même si il y a beaucoup de playback dans les 2 premiers clips, là on est vraiment sur un clip live. On n'a pas on a l'habitude de faire du ralenti, là il n'y en aura pas. Donc on a privilégié le 25 images secondes, donc vitesse réelle. Pour avoir ce côté studio, on est vraiment en train d'enregistrer un morceau. En plus, c'est le cas, ça n'a pas été fait aujourd'hui, mais c'est le cas parce que ça a été enregistré il y a juste quelques jours. Moi, je connaissais encore pas le morceau aujourd'hui. Donc voilà, et donc j'ai pu le découvrir sur les premières prises. Et après, prendre mes marques pour faire les mouvements et caméra, etc. Et même si c'est des musiques en général qui bougent, je trouve ça important que à l'image, on sente aussi que ça bouge et que le cadreur est en train de danser avec eux, limite. Il faut quand même 1 ou 2 plans un peu plus posés et larges pour comprendre un peu où on est, que ce soit facile, que le spectateur ait pas envie de vomir, tout simplement. Ça tourne pour moi, on peut lancer la musique. C'était quelque chose de plus cool. La façon dont le clip a été tourné et ce qu'on souhaitait montrer, c'est différent, mais tout aussi bien tourné, et on met plus un peu en avant le côté studio, en fait, vraiment, voilà, de ne pas chercher forcément à avoir une trame, avoir une histoire derrière, mais montrer quelque chose de un peu plus brut, en fait, quelque chose de plus qui va aller vraiment à l'essentiel, mais toujours aussi bien filmé, quoi.
contrainte, c'est surtout il faut être efficace et il y a beaucoup de choses à faire sur la même journée. Après, non, je pense que là, c'est sûr qu'après 6 mois sans jouer, ce que me disait Flo à la batterie, c'est compliqué de se remettre dedans. Donc enfin, voilà, après, c'est des contraintes de fatigue, mais rien d'exceptionnel, normal. Ouais. Fatigue. Buse. Oui, maintenant on a l'habitude de travailler avec Jérémy, c'est la 3e fois qu'on travaille avec lui. Et ça à chaque fois de très bons moments. Des moments compliqués parce qu'il est très exigeant, mais au final le résultat est toujours à la hauteur de nos attentes. Donc, Bah super, de toute façon on connaît la façon de travailler de Jérémy, donc non, c'était vraiment bien. Et en plus c'est un clip qui demandait, on va dire, par rapport à ce qu'on avait connu auparavant, un peu moins de préparation, donc beaucoup moins de pression. Donc ça s'est vraiment bien passé, quoi. C'était vraiment... Je vais pas dire que c'était vraiment tranquille, mais on va dire que par rapport à ce qu'on avait connu avant, c'était bien, quoi. Et puis en fait, je passe devant une vitre et d'un seul coup, j'entends et ce riff là. Et c'est un truc d'ACDC. Ouais, ici, j'entends mettez là, ici, le plus pas possible. Factory, oui, c'était beaucoup plus monstrueux. Oui, là, par contre, c'est pas le pire qu'on a connu, mais c'était quand même du level, quoi, Factory. Ça fait un peu, pas bizarre. Ça change de ce qu'on a pu faire. Enfin, déjà d'avoir pu avoir accès à un endroit comme ça, c'est pas forcément évident. Et ouais, ça c'est d'habitude on va pas à l'église, ou dans une cathédrale pour faire ce genre de choses. Faut pas faire quelque chose qui soit négatif, qui dégrade l'image en fait par rapport donc tout ce qui est religieux. Et le fait surtout qu'on soit dans une église, donc c'est un lieu saint, on peut pas faire n'importe quoi. oui, alors pour ce nouveau clip, on s'est tourné vers Jules Metter. Pareil, c'est une nouveauté pour nous. Et pareil, on a plusieurs... parce qu'on a des potes dans le milieu. Donc on a vu des clips de potes qui avaient tourné avec lui. Et on a regardé son CV. Et c'est vrai qu'il y a un CV plutôt impressionnant. C'est lui notamment qui a fait le dernier live à l'Olympia d'Ultra Vomit. Donc on s'est dit, allez, bingo, on va le contacter, savoir s'il est intéressé pour travailler avec nous. Et pareil... il était intéressé, donc on s'est très bien entendu.
voilà, c'était parti avec lui. Donc pendant le confinement, j'ai eu pas mal de temps et donc vu que je voulais travailler avec des groupes et continuer à faire de la musique, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur la scène rock metal et puis j'ai trouvé pas mal de groupes, dont Overdriver, que j'ai trouvé vraiment cool. C'était voilà, super groupe. Et entre-temps, eux, je crois qu'ils m'avaient écrit sur Facebook en me disant « Ouais, nous, on aimerait vraiment bien travailler avec toi ». Alors pour l'idée du clip, on a énormément discuté avec Jules par téléphone. On s'est échangé des idées. Alors on est parti sur des délires parfois, mais au final, comme c'est un mec très professionnel et qu'il nage dans ce milieu-là, la plupart des bonnes idées, ça venait de lui. Alors pour ce clip, il a une idée assez folle. Il nous a appelé, il nous a dit « Écoutez les mecs, votre clip, je le vois dans une église avec un curé ». Alors nous, sur le coup, on s'est dit « Ouais, ok ». Et après, il nous a développé son idée, et puis on s'est dit « Mais en fait, ouais, ça, carrément, c'est super, quoi ». En plus, ça colle un peu avec les thèmes de nos précédents albums, donc bingo, c'était parti. Alors le concept du clip, voilà, nous, à la base, Vuk Factory, c'est l'histoire d'une personne qui a envie de faire du rock, qui est quelqu'un lambda, qui travaille dans une usine et qui a envie de changer de vie, en fait, tout simplement. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de trouver une usine, qu'on allait trouver des gens qui travaillent dans les usines, etc. Mais c'était compliqué. Et puis moi surtout, je voulais casser un petit peu cette idée et trouver une idée un peu atypique, donc un métier un peu atypique. Et je me suis dit qu'un prêtre, ce serait drôle, en plus avec les codes, les clichés que peuvent générer un petit peu le métal et la religion. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose de vraiment sympathique à faire, d'essayer en tout cas de faire en sorte de faire jouer le groupe dans une église, quoi. Alors c'est l'acteur, c'est Frank Neckbrock. C'est une connaissance à Jules au départ, et quand Jules lui a proposé de tourner avec nous un clip, il a été tout de suite d'accord, il a été tout de suite très enthousiaste et très investi. Et de ce bon fait, c'est lui qui apparaîtra dans le clip. Oui. Je connaissais Julien, le réalisateur, et j'ai travaillé avec lui. Et comme on est deux fans de métal, un jour il me dit écoute, là j'ai un clip en préparation et je te verrai bien pour un des rôles. Je dis c'est quoi le rôle? Et il me dit un prêtre. Et donc à ce moment-là, déjà, l'idée me plaisait beaucoup parce que je suis plutôt habitué à faire des rôles ou de flic, généralement, ou de voyou, mais je sais faire autre chose. Et quand il m'a dit le prêtre, je dis ouais, mais c'est quoi le scénario? Tu vois, je me méfie un petit peu. C'est quoi le scénario? Je dis il n'y a pas d'enfant. Il fait non, je te promets. Il me fait mais attends, tu viens de me donner une idée. Je fais non, s'il y a des enfants, je le fais pas. C'était un bordel phénoménal pour trouver une église parce que déjà à la base Julien m'avait dit bon vas-y, Julien forcément à ce moment-là il travaillait avec Trust, donc il était pas mal occupé quoi, et ce mec-là il travaille sur plusieurs projets en même temps, enfin ça c'est un fou quoi. Donc, et bon, à ce moment-là, au moment où on était en communication, le tournage devait pas commencer demain, donc on était vraiment en pleine progression, donc il me disait, vas-y, cherche de ton côté, cherche une église, ok mec, chercher une église, ok. Donc j'ai contacté pratiquement toutes les églises de ma région, je me suis fait envoyer chier par tous les curés de la région, forcément. Je me suis fait envoyer chier par tout le monde. J'ai rencontré des curés qui m'ont dit, oui bah venez dimanche à la messe, on en parlera. Alors je me faisais chier à m'habiller correctement le dimanche matin. Ma copine, elle me disait, je disais à ma copine, c'est bon, je suis beau, oui c'est bon, tu peux y aller. J'arrivais à l'église, je prenais l'hostie, je restais 1 heure à l'église, et j'allais les voir, non c'est pas possible. Je repartais chez moi, j'étais blasé quoi, comme on dit quoi. Et j'ai appelé Julien à un moment donné, je lui ai dit, je suis mec, ça va être super chaud pour trouver une église quoi, franchement, ça fait 1 semaine que je me fais envoyer chier par tous les curés de la région, ça va être chaud quoi. À cause de ça, lui, à ce moment-là, il a décidé de nous donner un coup de main quoi, parce que j'ai bien fait comprendre qu'on trouverait pas, et du coup il a dit je vais mettre la main à la pâte, et il s'y est mis lui aussi, et finalement c'est lui qui a trouvé la cathédrale. Il a été plus présentable que moi, je sais pas, pourtant je pense que je présente bien, merde. Alors quand je suis arrivé dans la cathédrale, ce que je me suis dit c'est waouh, comment on va faire pour remplir tout ça. Mais ça va, on avait quand même ramené pas mal de matos. Le plus long, ça a été de bouger tous les bancs, tout ça. Une fois la mise en place faite, selon les indications de Jules, ça a commencé à ressembler vraiment à un plateau de tournage. Et après, comme c'était pas notre premier clip, c'était parti, quoi. Arrivé sur les lieux, en fait, donc toute l'équipe technique était déjà là. On a eu plus de personnes que d'habitude pour travailler, pour réaliser ce clip. Très sérieux, vraiment pro. Donc on voit que c'est des gens qui ont de l'expérience, qui savent ce qu'ils font. La mise en place s'est fait quand même vraiment vite.
vu le matériel qui était apporté, tout ce qu'on avait à mettre en place et ce qu'il fallait filmer. Donc là, de travailler avec une autre équipe pour tourner, d'avoir déjà pu apercevoir une partie du travail qui a été fait, comment ça a été filmé, les effets qui ont été ajoutés en termes d'éclairage, enfin, tout ce qui a été mis en place pour la réalisation du clip, c'est assez énorme. On pourrait même se dire qu'on serait sur le tournage d'un film tellement il y avait de matos et de choses qui ont été déployées pour pouvoir faire le clip. C'est très difficile. C'est très difficile de tourner dans une église parce que c'est très difficile à éclairer, que c'est très grand. Donc chaque plan prend beaucoup de temps. Donc voilà, on le savait, mais c'est vrai que voilà, sinon c'est chouette, c'est beau, c'est immense, c'est imposant. Et je pense qu'on a fait les prises du groupe ce matin et ça donne vraiment quelque chose d'un peu fou, quoi. Mais voilà, c'est difficile. On n'a pas fait 50 clips, mais j'ai assez d'expérience pour savoir qu'un tournage, ça prend toujours du retard pour des conneries, et ça a été le cas pour celle-ci, donc il y a eu du retard. Je veux dire, quand on est arrivé, on avait rendez-vous à 8h, parce que Julien avait comme consigne, parce qu'il y avait une messe le matin du tournage, et on avait dit, enfin le curé avait dit à Julien que la messe se terminerait à 8h40, et finalement quand on arrive à 8h, ben, on a tous appris que finalement la messe commençait à 8h40, donc ça a pris du retard, etc. Donc un peu de pression, Julien, je voyais qu'il courait un peu partout, limite je pense qu'il a même pas bouffé le matin, et je pense que le midi il est venu dans la salle de pause, franchement genre 5-10 minutes pour manger 2 parts de pizza et il est reparti, quoi. Belle expérience et j'ai kiffé le scénario, la musique, l'ambiance du tournage, les gars d'Overdrivers sont des mecs en or, sont top, super zikos et puis humainement, ce que j'ai beaucoup apprécié chez eux c'est leur humilité et c'est la marque des grands généralement et puis surtout ce que j'ai aimé sur ce tournage là c'est que normalement c'est un clip qui doit se tourner logiquement en 2 jours, on l'a tourné en 1 journée et tout le monde tirait dans le même sens. Et on a tous été solidaires, on était tous lancés sur on va réussir ce clip, on va le faire et on va y arriver. On n'a qu'une journée, on va le faire en 1 journée. Et c'était top, c'était le pied. Franchement, ça fait du bien de travailler avec un vrai professionnel, quoi. Ça fait du bien de travailler avec de jouer avec un mec qui sait ce qu'il doit, il vient ici, il sait ce qu'il a à faire. Il a ses consignes, il fait vraiment le truc à fond dedans, quoi. C'est la première fois qu'on travaille avec un acteur et franchement on regrette pas, quoi. Ce qui m'a aidé, je pense, c'est aussi toutes ces années à fréquenter le métal et l'Europe. Donc les attitudes, je les connais, les poses, les postures. J'ai essayé quand j'étais avec la guitare, avec la Gibson Explorer, de faire Mathias Japs de Scorpion. Ouais, avec la basse, je me tenais très bas comme pour Metallica. Tu vois, j'essayais ou de Flea des Red Hot. J'essayais. Là où ça a été un peu particulier, c'est la batterie. Parce que la batterie, j'avais jamais touché une batterie de ma vie. Et j'ai été très à l'écoute des conseils qu'on me donnait. Et au contraire, je kiffais. Parce que là, non seulement j'apprenais des choses,
Et j'essayais de tout de suite les mettre en pratique. Et c'est vrai que avec la batterie, c'est physique. Hein. Ouais, c'est vraiment gratifiant de voir qu'on travaille avec des gens qui travaillent vraiment bien, qui sont connus et reconnus. Donc, wow, c'est assez énorme, quoi. C'était une super bonne journée, ouais. Overdrivers a bien assuré, la prestation était vraiment top, ils ont filé pas mal, ils ont donné beaucoup d'énergie et j'espère que ça va se ressentir et que les gens trouveront le clip super cool. Voilà. Le curé était génial, il était à côté du tour, il était là, il nous regardait pendant le tournage, il bougeait la tête, je suis parti dans la salle de poste, j'ai picolé des bières avec lui, super cool le mec. Non, le mec il va dans des concerts et tout, non, franchement super quoi. Seb, serre un peu plus sur Adrien. Voilà. C'est toujours un peu particulier une pochette d'album parce que chacun a une vision et des goûts différents. Donc tout le monde n'a pas forcément envie de voir la même chose. Donc il faut savoir mettre ses idées en accord. Sur quoi on part? Est-ce qu'on refait ce qu'on a fait avant? Est-ce qu'on fait une suite? Est-ce qu'on fait du nouveau? Tout ça. On voulait changer un coup. C'est-à-dire qu'on a toujours eu de l'illustration sur nos pochettes. Et on s'est dit, allez, on va la jouer bien vintage. On va mettre une belle photo du groupe. Et on voulait une vraie photo, quoi. C'est-à-dire, on voulait travailler vraiment avec un bon photographe. Et de cette là, on a contacté un photographe qu'on avait rencontré au cours d'un de nos concerts, Kalimba Mendes. Et pareil, on a toujours été très très fan de son travail. Et on a commencé à discuter avec lui. Et on a tout de suite vu qu'il pouvait vraiment apporter quelque chose à nos photos, quoi. C'est un photographe sur Cambrai, un sacré photographe, qui ne travaille pas forcément que dans le milieu métal, c'est vraiment un artiste, quoi. Il travaille dans plusieurs domaines. Et moi je l'ai rencontré parce que c'est lui le photographe officiel du Betis Fest, un festival à Cambrai. Vraiment, ce qui les caractérise pour moi, c'est l'énergie, quoi. Pour moi, c'est un groupe de live, quoi. C'est un groupe, autant je peux écouter leur CD, mais déjà comme je suis pas super fan de cette musique, j'écoute moins. Par contre, c'est un réel plaisir de les voir sur scène parce qu'ils ont vraiment un truc. Pour moi, la force d'Overdriver, c'est la scène, quoi. C'est cette énergie, c'est le mot qui revient tout le temps, mais c'est vrai que quand je pense à Overdriver, je pense à cette énergie qu'ils ont, et qui dégage, qui donne envie au public. Et le jour de la séance, c'était super, quoi. Franchement, ils savaient ce qu'on voulait. C'est la première fois, qu'on était vraiment dirigés. Des photographes, on en a connu, mais là, c'était la première fois qu'on travaillait c'est la première fois qu'on travaillait pas avec un mec qui a un appareil photo et basta, quoi. Là on travaillait vraiment avec un mec qui savait ce que les gens voulaient voir, il savait ce que nous on voulait faire voir. Il était super, quoi. Tout ce qu'on avait à faire, c'est l'écouter et voilà, quoi. Et le taf était fait. Et Adrien recule un peu, je pense, le terrain. Voilà, comme ça. Voilà. Seb, colle-toi plus. Voilà, comme ça, mais un peu plus tourné. Adrien, pas tu trop. peux ressortir un petit peu ton t-shirt, je pense. Ouais, c'est mieux. Parce que là, il faisait fort rentrée tendue. Et l'autre main, comme ça, c'était bien. Voilà, mais plus. Voilà, comme ça. Et peut-être bien droit, voilà, comme ça. Et pensez à regarder l'objectif. Allez, on y va. Vas-y, on voit la fumée. Seb, avance un peu sur Adrien. Voilà. En fait, j'essaie juste d'analyser un peu leur rôle de chacun dans le groupe et d'essayer de les mettre dans leur rôle sur les photos, quoi. C'est-à-dire que
On en avait déjà parlé avec eux sur d'autres photos, sur des photos plus anciennes. Je trouvais que c'était peut-être un peu plus froid par rapport à l'énergie qu'ils ont, ou c'était pas forcément communicatif de toute cette énergie et de tout ce qu'ils savent faire. Et là, j'ai juste essayé en fait de les mettre chacun dans leur rôle, quoi. T'as vu, Anto, voilà, forcément j'ai essayé de le faire sauter, j'ai essayé de lui faire des grimaces, mais en même temps c'est naturel. Flo, je sais qu'il est un peu plus timide, alors je le titille moins, mais en même temps j'essaye de le pousser pour qu'il soit au même niveau que les autres, parce que les autres aussi ont de la prestance. Adrien, il a quand même une sacrée prestance, et on a essayé de la mettre dans les photos, et je pense qu'on a réussi à mettre chacun dans son rôle, tout en laissant personne de côté, et en mettant pas non plus quelqu'un trop au-dessus. Parce que c'est vrai que des fois, même quand on les voit en concert, tu te dis putain, Anto, on voit que lui. Bah ouais, forcément, il y a une énergie débordante, il saute partout. Mais chacun dans leur rôle, ils ont tous leur style, et en même temps, ils sont pareils. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on a fait les photos. Non, la photo, c'est pas mon truc du tout. J'essaye de m'adapter parce que, c'est pas un truc naturel, que je fais naturellement. Donc, c'est un peu compliqué à me lâcher. On dit bon, quand on fait des clips, machin, on joue sur scène, je suis comme ça aussi, donc c'est naturel. Mais ouais, non, la photo, c'est dur. C'était un gros moment de rigolade parce que Kalimba, c'est vraiment mettre les gens à l'aise et faire ressortir ce qu'il veut. C'est-à-dire que lui, il a une image précise de ce qu'il veut, et tant qu'il n'a pas la photo qu'il veut, je dis pas qu'il va t'embêter parce que c'est pas vrai, il t'embête pas, il te met suffisamment à l'aise pour réussir à te faire faire ce qu'il veut sans que tu aies l'impression qu'il te le demande, et c'est ça qui est très fort avec lui. À l'époque où on vit, l'image est aussi importante que la musique, si ce n'est plus importante. Donc on est obligé de se fondre un peu dans ce courant, mais c'est pour notre plus grand plaisir parce qu'on s'amuse énormément à créer nos petites photos, à se mettre en scène. C'est vrai qu'on adore ça. Donc oui, je pense que justement c'est un complément qui apporte un plus vraiment à notre groupe, parce qu'en plus ça véhicule une image sympathique, et c'est l'image qu'on veut donner. Bon, on trouve ça marrant, ouais, c'est cool, c'est marrant. Au début c'était difficile, hein. Au début, la première année, on n'était pas trop fans, et puis finalement, à force de faire les cons, ça nous a fait marrer, puis finalement, à chaque fois qu'on a des séances photo, c'est des bonnes journées, on rigole bien, quoi. Donc maintenant, quand on sait qu'on a une séance photo, on est content parce qu'on sait qu'on va se marrer, quoi. Donc oui, on aime bien maintenant, on aime bien. Je suis grave content du résultat, et je suis surtout content qu'eux soient contents. Parce qu'on a pu voir des aperçus, et apparemment tout le monde était content, c'était unanime sur la future pochette, sur les photos qu'on a pu faire. Et puis ce qui est cool aussi avec eux, c'est que j'ai pu me permettre de dire venez, on tente ça. Ils étaient toujours partants, et ils se changeaient, on essayait, et puis finalement ça leur plaisait presque à chaque fois. Et moi franchement je suis super content du résultat, je pense qu'on a fait une belle pochette, je pense qu'ils auront des photos qui leur correspondent. Et voilà, pour moi on a fait du overdriver, quoi. On a réussi à faire des photos qui collent parfaitement à leur musique et à leur attitude, quoi. Faut dire aussi une chose, c'est que l'image elle est importante, puisque avec nos yeux c'est vraiment la première chose qu'on voit avant de parler de musique, donc c'est important de savoir se mettre en valeur, de se montrer. Aujourd'hui on est avec les réseaux sociaux, comment ça se passe depuis pas mal d'années, où notre génération, les générations d'avant et les générations à venir, le visuel est très important, donc on néglige rien, et je trouve que le rendu, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus parlant, parce que c'est chacun, ce qu'on exprime en fait sur la pochette, c'est un petit peu notre caractère à travers... c'est notre caractère, notre personnalité qui ressort en un seul cliché, quoi. On lui a demandé une photo qui dégageait beaucoup de dynamisme pour une pochette d'album, et du coup il a tout de suite compris ce qu'on voulait, et maintenant vous voyez le résultat. C'est comme d'habitude, on aime bien raconter des petites histoires, des petites anecdotes plus ou moins personnelles. Par exemple, le premier morceau, ça parle d'un mec qui s'est fait larguer par une meuf qui lui a mis sa misère. Bon, pour raconter cette histoire-là, on invente à moitié, mais on utilise aussi nos expériences personnelles. Alors pour Factory, c'est à propos d'un mec qui est fatigué de son boulot et qui a une passion débordante pour le rock'n'roll. Et donc ça, c'est clairement autobiographique.
Et sinon, pour Forever Young, bah, tout simplement, on a cessé de nous dire ah, ce que vous faites, ça sonne beaucoup comme ACDC, tout ça. Donc on l'assume totalement. Et on s'est dit que on voulait rendre un hommage tout simplement à ACDC. Donc on a fait des paroles qui rendaient hommage à notre plus grosse influence. Aujourd'hui, on travaille avec des gens qui sont, comme je disais tout à l'heure, connus et reconnus dans la musique, avec quand même des pointures, j'ai envie de dire, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On s'est vraiment beaucoup donné de mal pour tout mettre en place, pour avoir un son de qualité sur les albums, pour avoir une belle image, pour avoir des jolis clips. Quand on fait une prestation, comme je dis toujours, qu'on joue devant 10 personnes ou 1000 personnes, ben, on sera toujours à fond, peu importe le nombre de personnes qui est dans le public. Après, on aime ce qu'on fait. Et je pense que tous les musiciens... Enfin, je pense que tous les musiciens réagissent comme nous, normalement. Mais je veux dire, quand tu fais quelque chose, tu essaies de le faire bien, sinon quel intérêt de le faire. Et oui, déjà, d'une part, dès l'instant où on a commencé à faire la musique, dès l'instant où Overdrivers a commencé à prendre sa première respiration, et ben, on a tout le temps fait en sorte de se donner à fond et de faire les choses bien. C'est pour ça qu'on a sorti un album assez vite, on n'a pas attendu 5 ans ou 10 ans d'existence avant de sortir un album. Et une fois, notre premier album, on est super content, on a sorti un deuxième, on a essayé de faire mieux. Après, bon, je dis pas qu'il est mieux, on a essayé de faire mieux. Et on essaie encore de faire mieux. Et forcément, bah, ça demande à rencontrer des gens, ça demande, comme on tourne beaucoup, on rencontre d'autres personnes. Forcément, on rentre dans un petit milieu. Ça, je pense que c'est comme ça partout. Faut se donner et sortir les doigts du cul, sinon, si tu donnes pas les moyens, bah, c'est pas personne ne le fera pour toi, quoi. Bah, carrément, en fait, si on voit tout ce qui s'est passé depuis le début du groupe, tout ce qu'on a fait, on est parti de pas grand chose, même en fait clairement d'une feuille blanche. Je veux dire, on est 4 bonhommes qui se sont réunis en répétant au début dans un garage, clairement. C'est assez fou parce que on sait jamais dans quoi on met les pieds. On se fait des idées, on a des envies, on voudrait faire ça, on voudrait faire des concerts de ça, tout ça, mais on sait pas à quoi s'attendre. Et en fait, on démarre quelque chose. Et en fait, après, on met la tête dans le guidon et roule, quoi, en fait. Avec cette EP, oui, on a fait des nouvelles rencontres, d'autres façons de travailler aussi. On a dû s'adapter par rapport forcément à ce qu'on a déjà fait, dans ce qu'on avait l'habitude de faire. Et non, c'était enrichissant. Si je regarderais des photos d'avant ou de comment on était au début, j'ai l'impression qu'on était tous un peu comme des enfants, en fait. On avait déjà une gueule plus jeune, on faisait moins abîmer et tout par les concerts, boire des verres, ceci, cela, tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est quand même incroyable d'avoir parcouru tout ça, d'avoir pu vivre autant de choses. Bah oui, oui, on est comme des frères, quoi. On s'aime, on s'embrouille, on se dispute, il y a un vrai échange, quoi. Et il y a un truc qui va pas, on le dit, ça... Heureusement, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on avance, sinon on n'en serait pas là, je pense pas. Jouer dans Overdrivers à titre personnel, ça m'apporte énormément de confiance en moi. Et du coup, dans ma vie professionnelle, à côté de ça, je suis beaucoup plus exigeant et je laisse beaucoup moins passer de choses parce que Overdrivers, ça apporte vraiment une vraie discipline. Et du coup, quand en dehors d'Overdrivers, ça se passe pas comme je veux, ben, j'ai tendance à la ramener. C'est la principale chose que m'a apporté Overdrivers. Dans mon instrument, j'ai appris à être beaucoup plus rigoureux, plus pointilleux, et puis dans ma vie personnelle aussi. Sur la musique, être dans un groupe, ça demande de la rigueur et du sérieux. C'est pas je m'en vais m'amuser avec mes copains. C'est rigueur et sérieux pour dire d'arriver à quelque chose de bien. Bah, l'expérience, on en prend tout le temps. C'est sûr que oui, l'expérience, j'en ai repris, surtout, et j'en ai encore beaucoup à prendre encore, mais surtout que ce soit le tournage, que ce soit le milieu professionnel dans la musique, l'enregistrement.
Non, sur tout ça, déjà, j'ai encore appris. Et j'apprendrai encore. J'espère. Je dirais juste bravo. Bravo à tout le monde, au groupe, à tout ce qu'on a, tout ce qu'on a fait et à ce qu'on est, quoi, à tout ce qu'on a accompli surtout. Vraiment tout ce qu'on a accompli. C'est plus qu'un mot, mais je développe en fait. Et ouais, donc bravo. Eh bien, merci. Ça, c'est toujours la question. Ça, c'est toujours le truc de merde que je sais jamais dire. Il y a un truc de fin que tu peux dire. Merci. Enfin, le P est fini.